Allô? Oui, bonjour madame. Bonjour, monsieur. C'est l'inspection d'académie à l'appareil. Vous êtes bien la directrice de l'école? Oui, monsieur. Bonjour madame la directrice. Bonjour, monsieur. Monsieur Robert Ledoux à l'appareil, hein? Je suis grand inspecteur des inspecteurs. Ah, excusez-moi. Pourquoi? Je dis monsieur, je ne savais pas que j'avais affaire à monsieur l'inspecteur. Mais je vous en prie. Oui, je vous appelle, figurez-vous, parce que nous sommes alarmés en ce moment à l'inspection d'académie, évidemment par rapport à la région. Car figurez-vous que sur la région de Bordeaux, nous avons constaté une augmentation cette année de 0,78% des cas de viol des éducatrices et surtout des professeurs de gymnastique féminines. Ah bon? 0,68%. Mais c'est affolant. C'est affolant et nous sommes affolés. 0,33 sous le préau et 0,55 dans les toilettes. Mais c'est incroyable. Voilà. Bon. Alors donc, nous avons décidé d'un projet révolutionnaire pour l'éducation qui va être testé, si vous le voulez bien, dans votre école. Oui. Vous allez toutes porter des ceintures de chasteté. Pardon? Oui, Dans l'enceinte des établissements? dans l'établissement. Voilà. Je suis bien avec l'inspection académique, là. Ah oui, madame, quand même, oui, je vous remercie. Je savais que c'était quand même surprenant, mais bon. C'est catastrophique, ça. Moi, je me vois mal proposer une chose pareille à l'ensemble du personnel. Honnêtement, c'est tout à fait révolutionnaire, en effet, et ça me semble aberrant, un truc comme ça. Attendez, c'est révolutionnaire ou c'est aberrant? Les deux, les deux. Oui, mais il faut assurer votre sécurité. Vous en conviendrez avec moi. Mais c'est un carcan que vont avoir... C'est du plomb. Ben oui, c'est pour ça, moi, je me vois mal imposer ça aux institutrices. Oui, mais elle l'enlève chez elle en rentrant le soir. Ah oui, mais quand même. Vous allez les recevoir le 8, hein? Moi, je vais voir ça, parce que je vais avoir un tollé à la réunion d'un site. Comment? Je vais avoir un de ces tollés à la réunion d'un site. Non, vous inquiétez pas, tout se passera bien. Donc, vous allez recevoir 10 ceintures de chasteté. Chacune de ces ceintures pèse 12 kilos. Mais c'est incroyable. Alors, ce sont des ceintures de chasteté que nous avons fournies donc la direction des musées nationaux de France. Mais qu'est-ce que vous me racontez, là? Ben, madame, on n'a pas quand même les budgets pour faire fabriquer, évidemment. Oui, je comprends, mais enfin, En plus, vous allez recevoir, donc, chacune d'entre vous, une casquette de gardien de musée pour les ceintures de chasteté. Et vous percevrez un droit d'entrée de 8 francs, parce que les scolaires vont payer quand même. les scolaires vont payer. Mais madame, ce sont des objets d'art. S'ils veulent les voir, il faut payer. Mais qui veut les voir? Les enfants. Mais on est dans une école primaire quand même, hein? Ah, mais il y aura les parents qui viendront avec eux, madame. Oh non, 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 ça, alors là, je refuse. Hein. Là, je refuse absolument. Non, mais attendez, madame, il y a 8 francs, dont 2 francs que vous percevrez vous-même. Non, mais ça m'est égal, mais ça, je refuse. Je refuse à être objet de musée, hein? Je le refuse pour moi, je refuse pour mes institutrices. Bon, 3 francs. Hein? 3 francs. Mais non, mais moi, je ne vais pas mettre mes institutrices en demeure de lever leur jupe. La fête un gros salaud. Allô? Oui, bonjour madame. Bonjour. Vous êtes bien madame? Oui. Bonjour madame. Le centre d'observation spatiale français à l'appareil en Guyane. Vous nous entendez bien? Oui, très bien. Nous vous appelons. Est-ce que vous avez un jardin? Pourquoi? Parce que figurez-vous que vous êtes situé à 186 de latitude et 33 de longitude, à la perpendiculaire de l'orbite actuellement d'un satellite français. Donc nous allons vous demander, le toit est en quoi? Attendez là. Oui, allô? Oui, bonjour monsieur. Ouais, Monsieur. ouais. Oui, bonjour. Quelle est la nature du toit de votre habitation? Pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? C'est l'Agence spatiale européenne qui vous appelle. Ouais, bah ouais. Et vous êtes basé où, là? Nous sommes en Guyane, à Kourou. Ah, d'accord, ok, ouais. Bon, nous ouvrons dans quelques minutes le sas contenant les déjections des 3 spationautes qui sont actuellement en orbite géostationnaire. Et vous êtes situé à 114 de longitude sur 176 de latitude. Ouais, Donc, alors? ça va être pile à la perpendiculaire de chez vous. Si vous êtes bien, monsieur... Ouais, tout à fait, C'est ouais. ça. Donc, la fosse septique du satellite va s'ouvrir et 3 tonnes de déjection, ce qui correspond à une année, vont être projetées, si vous voulez, traverser l'atmosphère et risquent de tomber à proximité de chez vous, Ouais. en particulier, normalement, si tous nos calculs sont exacts, sur votre toit. Ouais. Alors, on a besoin de connaître la nature de votre toit. C'est un toit avec des tuiles, là?
D'accord. Donc ça devrait résister. Mais j'espère, parce que sinon ça... Donc, on va prendre des dispositions. Tout d'abord, je vais vous demander si vous avez une cheminée. Attendez, bon, moi je peux pas monter dans ma cheminée, hein. Elle Non. est à 15 mètres, hein. Non, vous montez pas, mais au sol, vous mettez un sac plastique à l'intérieur de votre cheminée, un grand sac poubelle si vous avez. Hein. Mais ça doit tomber à quelle heure, ça? 14h18, dans 3 minutes. Bon, écoutez, dans ce cas-là, ok. Je vais le faire. Je vais le faire. Alors, Hein? on patiente avec vous, monsieur. Attendez, il faut peut-être que je rentre les voitures aussi, hein. Vous avez 3 minutes, vous n'avez pas le temps de rentrer les voitures. Ah si, de toute façon, j'ai une bagnole neuve, je vais la rentrer. Non mais monsieur, vous n'avez pas le temps de rentrer votre voiture. Les kilos d'excréments de ces astronautes vont vous tomber sur le toit, vous n'avez pas le temps d'entrer votre voiture. Le plus important, c'est véritablement, monsieur, de mettre un sac poubelle à l'intérieur de votre cheminée, parce que si ça passe par la cheminée, vous allez être envahi par les excréments. Hein, donc, déployez juste un sac poubelle à l'intérieur de la cheminée, s'il vous plaît. Attendez, j'en ai 3, hein. Bon, vous inversez les turbos. Vous mettez en double propulsion les paraflex latéraux. Allô? On va voir, là. Bien, alors... Mais vous pouvez pas larguer ça au niveau de la mer? Attendez, monsieur, excusez-moi d'être vulgaire, hein, mais c'est quand même de la merde. On va pas balancer de la merde dans la mer. Ouais, mais bon, vous me la balancez à la limite chez moi, quoi. Non, mais monsieur, vous, c'est pas grave parce que vous pouvez nettoyer, mais la mer, ça Non, pollue. non, moi je nettoie rien du tout, c'est vous qui allez nettoyer. Pardon? C'est vous qui allez nettoyer. Moi, je nettoie rien du tout, hein. On est en Guyane. Mais je m'en fous. C'est vous qui allez nettoyer. Je dirais aux spationautes de venir nettoyer, mais... Non, mais je m'en fous. Ah ouais, mais ils seront pas sur Terre avant maintenant une semaine, hein. Ouais, et c'est vous qui allez nettoyer. Ça, je vous prie de croire. Allô? Vous m'entendez, là? Ouais, je vous entends. J'entends un moteur. Je suis en train de rentrer la voiture dans le garage. C'est tout, hein. J'ai une bagnole neuve et je voudrais pas qu'elle traîne quelque chose, hein. Ouais, mais monsieur, il est 14h17, là, hein, il va falloir faire vite. Non, mais j'en ai rien à foutre. Mais j'ai rentré la bagnole de toute façon. Celle-là, je l'ai rentrée parce que, bon, elle est neuve, hein. Vous vous rendez compte, 3 tonnes de merde et... Et après, bon, moi, je suis dans la merde aussi, après. Mais vous pouvez pas larguer ça au niveau de la mer? Allô? Bonjour, madame. Bonjour, monsieur. C'est bien le 2982. Oui, monsieur. Ah, très bien. Excusez-moi de vous déranger. Il n'y a pas d'heure. Mais non, je vous en prie, vous ne me dérangez pas. Bon, hier soir, j'ai pris une cuite avec un gars qui travaille chez vous, là. Monsieur, je sais plus comment. Il m'a laissé ses coordonnées de travail et il me souvient même pas de son nom. Il m'a dit de l'appeler. Oui. Si je peux lui parler. Mais il n'est pas ici. Ah, il est où, là? C'est quoi votre société? C'est la prévention routière. Pardon? À la prévention routière. Ah, Comment il s'appelle, le monsieur? je sais plus. Et il m'a dit, mais... Ah, oui, mais ça, alors là... Un gars qui travaille chez vous et qui tient bien l'alcool, parce qu'hier soir, j'ai rarement trouvé un gaillard comme ça. Hein. Ah bon? 3 bouteilles de whisky à 2. Hein? 3, pas une. C'est pas possible. 2 bouteilles de vin rouge, une bouteille de vin blanc, une vingtaine de canettes. Et je passe sur le digestif, parce que sinon ça va me perdre. Oh ben, normalement, c'est le coma éthylique, hein. Oui, ben là, c'était pas loin. Hein. Ben, je voudrais bien le nom de la personne aussi. Oh, je sais plus, c'est un responsable. Ben oui, mais monsieur, si j'ai pas son nom, comment voulez-vous que je sache? Je sais pas, il nous a raconté des histoires là sur une dame qui travaille à la prévention routière. Oui. Une dame qui est, paraît-il, directrice, je crois. Oui, c'est moi. Je sais pas qui c'est. Oui. Apparemment, ça a l'air d'être une sacrée. C'est une sacrée quoi? Une sacrée yoplaboum, quoi. Ah bon? Ouais, il nous a raconté des trucs sur elle. Eh ben c'est moi, monsieur, vous allez au bout du fil. Mais je veux le nom de la personne. Imaginez. Alors, il nous dit que cette dame-là, enfin, on peut parler en toute confiance. Ah ben bien sûr, monsieur, au contraire. Bon. Il paraît que... Avec quoi? Ben oui. J'ai pas compris ce que vous avez dit. Il paraît... Vous promettez que ça reste... Oui. Vous pouvez allez... parler, je suis toute seule, hein. Vous n'allez pas dire ça à cette dame-là? Non. Bon. Elle slick. Elle quoi? Elle slick. Mais c'est n'importe quoi, hein. C'est ce qu'il a dit, Je vous dis que c'est moi, la directrice de la prévention routière. Viens voir, Bernard. Je vais vous passer, j'ai un ami, il a entendu, il vous dira ça mieux que moi. Viens là, viens voir. Tu
sais, le gars hier qui était bourré, là, celui qui nous a ramenés, là. Tu te souviens de la dame avec qui parlait, là, qui était responsable de... Il y a une collègue à cette dame-là qui est là. Comment qu'elle disait qu'elle faisait? Ah oui, merci. Allô? Oui. Bonjour, madame. Bonjour, monsieur. Qu'est-ce que c'est que cette histoire-là? Je sais pas, moi, vous parlez de quoi, là? Ben, je sais pas, on me dit que, bon, il y a un monsieur qui travaille à la prévention routière, qui est avec vous hier, qui a bu des litres de whisky, des litres de vin, des canettes de bière. Ah, Toto. Oui, mais son nom de famille, comment que c'est? Tout le monde l'appelle Toto, apparemment, il est connu, hein. C'est un gars qui travaille avec une dame, il paraît, qui est une dame qui flic. C'est pas à moi, hein, il y a erreur. Ah, hein. je sais pas qui c'est, madame, moi, je vous connais pas. C'est une dame qui est responsable. C'est moi. Il y a personne d'autre. Je vous repasse... Là, tu t'es foutu dans la merde, là, parce que... Je crois que c'est la dame en question. Mais non, c'est ce que je fais, quand même, je suis pas fou, hein. Allô? Oui. Vous êtes où, là? Alors, on est à Épinal, c'est parce que ce soir, on doit remettre ça. Et où? Ben, il nous a dit, je vais essayer d'amener la dame Kislik. Oh, mais c'est pas à moi, alors de toute façon, il n'y a pas de problème, hein. Ben oui, vous n'êtes pas la patronne, vous, alors. Mais si, monsieur, c'est moi la patronne, je viens de vous le dire. Je t'avais dit, t'es con. C'est moi la patronne dans les Vosges. Moi, je veux le nom de la personne, c'est tout. Ben... Parce que je n'ai pas l'intention d'être salie par des poivreaux. C'est un gars, comment qu'il l'appelait? Toto. Oui, mais Toto quoi? Ça me dit rien, Toto. Ben, Toto derrière l'église, voilà, comment qu'il l'appelait. Derrière l'église. Oui. Mais derrière la basilique? Oui, derrière la basilique. Le petit bistrot qui est là? Voilà. Alors, Toto derrière... Vous avez de quoi noter? Oui. Si vous avez de quoi noter, je vous dis tout. Oui. Alors, il était 22h15 quand ça a commencé. Hein. Oui. Donc, Toto, il attend sa mère hein, derrière la basilique. Et donc, sa mère arrive, elle est en Mercedes, quoi. Oui. Et alors, la maman à Toto, ben, elle descend Oui. de la Mercedes. Hein. Et puis, alors là, elle file son bas. Oui. Et donc, Toto, il voit sa mère avec le bac à filer. Oui. Il dit, mais... Non, mais vous êtes en train de me raconter des bêtises, hein. Vous m'avez demandé l'histoire, Toto. Je vous demande le nom du monsieur qui a bu avec vous. Alors, il y en avait plusieurs. Il y avait monsieur Jean-Yves Lafesse, d'Europe 1. Oui. Vous le connaissez, non? Mais oui. Bon, il y avait lui. Ah, ça y est. Ça y est, quoi? Oui, ça y est, j'ai compris. Allô, oui, j'écoute. Oui, bonjour, monsieur. Bonjour, monsieur. Vous êtes le directeur du... Non, le directeur est absent, je suis le directeur intérimaire. Ah, d'accord, très bien. Vous êtes le directeur intérimaire de Maxicop, hein? Oui. D'accord, c'est la préfecture à l'appareil, monsieur. Oui, bonjour, monsieur. Bonjour, monsieur Delaplace à l'appareil, directeur des relations extérieures à la préfecture. Oui. Vous avez été prévenu par votre directeur, je crois, de la visite qui va avoir lieu dans un quart d'heure, une demi-heure. Ah non, je ne suis pas au courant, non. Il ne vous a pas prévenu? Non. Bon, alors écoutez, je vous explique en quoi ça consiste. Nous avons affrété un quart de la préfecture qui convoie dans le département aujourd'hui 70 personnes. Oui. Ces personnes sont des malades. Oui. Vous savez qu'en France, il y a des visiteurs de malades dans les établissements hospitaliers Oui. pour leur apporter un peu du soleil de l'extérieur. Bah, quoi. bien sûr, oui, oui, oui. Et les malades du département se sont regroupés en association. Oui. Et pour remercier un peu la gentillesse de l'extérieur, ils ont décidé à leur tour de visiter et de dire bonjour et exprimer leur remerciement à 70 commerces. Ah oui, d'accord. Voilà. Alors écoutez, c'est très simple. Ça a lieu à peu près, ils vont arriver chez vous dans un quart d'heure. Oui. Je vais vous passer monsieur le préfet, Oui. qui va vous expliquer, vous remercier tout d'abord de les accueillir, bien entendu, et vous expliquer en quoi consiste leur accueil. Hein. D'accord. Monsieur le préfet, nous avons donc le directeur adjoint de Maxicop. Merci, monsieur. Allô? Oui. Bonjour, monsieur. Oui, bonjour, monsieur le préfet. Tout préfet de région à l'appareil. Oui. Vous avez compris que nos malades, qui Oui. viennent aujourd'hui au nombre de 70, Oui. viennent vous exprimer... Oui. Leur contentement, leur remerciement. Voilà. Voilà, c'est ce que j'ai cru comprendre, oui. Alors, ils sont 70. 70, oui. Est-ce que vous avez une salle non-fumeur où le magasin est non-fumeur? Ah bah, le magasin non-fumeur, oui. Bon, parce que c'est à cause des tuberculeux. Non, bah, soyez tranquille, c'est un magasin non-fumeur, personne ne fume dans l'alimentation, hein. Oui, parce qu'il y a des tuberculeux Ah oui, d'accord, oui. au nombre de ces malades. Oui. Alors, il y a également donc des cas de varicelle. Oui. Pour une femme enceinte, ça risque rien? Ah si? Ah si. Donc, j'ai une caissière qui est enceinte. Oui, ben, il faudra qu'elle s'absente à leur arrivée momentanément, un quart d'heure. Hein, Ah oui, d'accord, oui. Il y a 2 cas de peste bubonique. Oui. C'est très contagieux, mais je vous rassure tout de suite, c'est rare. D'accord. Donc, pas de problème, hein. Pas de problème de ce côté-là, non? Voilà. Il y a 2 cas de choléra. Ah oui.
Bon, c'est pas contagieux. Ah si, le choléra, c'est... C'est contagieux? Ah oui, il n'y a pas plus contagieux que le choléra. D'accord. Bon, de toute façon, pour les lépreux, l'eczéma et également les grands brûlés, vous avez un balai, non Non. Ah, ou un aspirateur ou... Oui, aspirateur, oui. Parce que s'il y en a qui partent un peu, vous savez comment c'est. S'il y a des morceaux de peau, Oui, ben non, c'est pas un problème. s'il y en a un ou deux qui partent en morceaux, vous savez Non, quoi mais je comprends bien. Hein? Oui. Avec un aspirateur rapidement, discrètement, hein, parce Ah que... ben non, bien sûr que le malade ne vote pas. Voilà. Voilà, c'est ça, on Alors, comprend bien. si c'est un petit morceau, bon, ben, vous le prenez directement à l'aspirateur. Oui. Si c'est un gros morceau et qu'il n'a pas remarqué, par exemple, si c'est un bras qui tombe, est-ce que vous pourrez discrètement quand même le donner au chauffeur qui le mettra dans le coffre du car ou... Mais il faudrait mettre ça dans un sac poubelle, alors. Oui. Oui. Non, mais je le ferai discrètement, je verrai. Bon, alors, il y a également Momo et Dédé qui sont deux malades épileptiques Oui. qui font un numéro de clown. Oui. Donc ça, c'est ils ont des crises d'épilepsie à peu près tous les quarts d'heure. D'accord. Et ça, c'est le clou du spectacle, c'est-à-dire ils vont faire une crise d'épilepsie dans le magasin. Oui. Hein, on les appelle Dédé et Momo. Oui. Ils font ça pour remercier. Ah bon, d'accord. Voilà. Donc il n'y a rien à faire. Vous les laissez On les faire. laisse faire. Et une fois que leur crise d'épilepsie est passée, vous applaudissez, quoi. D'accord. Hein? Pour les remercier, on les applaudit. Oui. Est-ce que vous pouvez éventuellement faire un rappel? De tout ce que vous m'avez dit, là. Non, un rappel pour le numéro de crise d'épilepsie de Dédé et Momo. Qui recommence? Oui. Oui, je suis pris un petit peu au dépourvu, hein. C'est juste qu'ils fassent une deuxième crise d'épilepsie. D'accord. D'accord. On fera le rappel pour qu'il recommence. Vous faites un bis, vous savez. Oui, je comprends, ça y est. Hein, Oui. vous applaudissez jusqu'à ce qu'ils fassent une deuxième crise d'épilepsie. D'accord. Et ils seront contents parce que, vous comprenez, ils ont tellement peu l'occasion de faire ça en public. Alors, il va falloir que je voie ça avec tout le personnel, alors. Est-ce qu'ils sont à côté de vous? Là, j'ai deux bouchers qui sont là à côté de moi, mais enfin qui n'entendent pas, hein. Parce qu'ils sont bouchés, non? Non, ils sont bouchers de métier. Ah! Oui, c'est les bouchers du Maxicop. Alors, est-ce qu'on peut faire un petit récapitulatif? Ben, si on veut, oui. Hein, pour les grands brûlés, si quelquefois il y avait quelque chose, n'importe quoi, si de la peau qui tombe, je le récupère, je le mets à la poubelle discrètement. Et si vraiment il y a un grand brûlé qui a une grosse partie du corps qui s'en va, je le récupère, je le donne au chauffeur de car. Voilà. Hein? Bon, le restant, c'est à voir sur place. Hein. Le numéro des épileptiques, quand ils vont avoir fait leur numéro, on les applaudit jusqu'à temps qu'ils recommencent leur numéro d'épilepsie. Voilà. Oui, là c'est ça, oui. Bon. On recommence jusqu'à temps que la deuxième crise reprenne. Voilà, exactement. Voilà. Mairie de Sainte-Marie, bonjour. Oui, bonjour madame la préfecture à l'appareil. C'est bien la mairie? Oui. Oui, je vous passe monsieur le préfet, hein? Oui. Merci. Allô? Oui. Bonjour madame. Monsieur le préfet? Dites-moi madame, je vous appelle parce que je veux faire toute la lumière sur cette affaire qui est grave, hein? Qui est grave? Oui, j'ai reçu un fax à mon bureau à la préfecture avec une paire de fesses imprimées sur le papier. Votre numéro de fax est bien le 05. Oui. Eh bien, je viens de recevoir une paire de fesses imprimées, une paire de fesses nues. Quelqu'un a posé apparemment ses fesses sur la photocopieuse et s'est permis de m'envoyer ça. Ah bon? Oui, à l'instant. Alors là, je comprends pas, là. Un petit instant, là. Hein. Oui, madame. Un instant, je vais vous arrêter le secrétaire général, là. Je vous remercie, madame. Oui. C'est insupportable, chers auditeurs, vous en conviendrez aisément. J'espère que cette musique amplifie la colère, l'état de colère dans lequel je suis actuellement. Allô? Oui, madame. Oui, bonjour. Oui, bonjour, monsieur le préfet de région à l'appareil. Oui. On vous a expliqué... Oui, je suis confondue, Apparemment, il s'agirait de quelqu'un de jeune qui aurait posé ses fesses sur la télécopieuse. Ah, c'est pas possible. Ah bah écoutez... Alors là, je suis... Madame, excusez-moi, je suis... Ben oui, mais comprenez, vous avez été sûrement choqué de recevoir ce Madame, document. vous ne rendez pas compte à quel point je le suis. Et moi, je suis choquée de l'apprendre. Vous ne pouvez pas l'être autant que moi, madame. Je vous passe le premier adjoint. Je vous remercie. L'affaire est grave. Il nous fallait une musique grave. La mairie avait tout prévu. Et là, faut pas exagérer. Je vais pas crever quand même. Bon, je remercie ma veuve d'avoir amené autant de monde à l'église. Ça me fait plaisir de vous voir tous et toutes là.
Oui, Allô? je le vois très bien, oui, oui, bien sûr. Allô? Oui, je le vois. Oui, excusez-moi, madame, je suis avec la gendarmerie. Hein. Oui, est-ce que je peux prendre vos coordonnées pour que monsieur le maire vous rappelle de son bureau? Parce que là, on est tous ahuris par ce genre d'informations, parce que... 01. Bon, d'accord. J'appelle monsieur le maire. Au revoir, monsieur le préfet de région. Allô? Oui, Oui, bonjour, monsieur. mes respects, monsieur le préfet. Ah, bonjour, monsieur le maire, sans doute. Oui, oui, tout à Ah, fait. très bien, oui, je dois vous dire que je suis retourné, hein. Ah ben, ma secrétaire générale vient de m'aviser, là, je suis effondré. Je suis vraiment... Recevoir quand on est préfet un document pareil. J'ai mis un disque dans mon bureau. Oui. Et heureusement que j'avais cette musique. Ça m'a détendu parce que j'étais très remonté. Ah, mais je vous comprends tout à fait. Je vous comprends tout à fait, monsieur le préfet. Tenez, attendez, je vais demander à mon secrétaire de mettre en avant la musique. Vous pouvez... Merci, madame. Vous entendez, non? Oui, oui, tout à fait. Tout à fait. Je Alors, peux vous dire que sans musique, je serais resté en colère. oui. Je ne sais pas ce que cette musique vous suggère, mais elle m'a apaisé. Ah, mais je comprends, oui. Non, mais je suis vraiment scandalisé comme vous. Vous voulez peut-être écouter de la musique pour vous détendre? Oui, je vous la remets. Recueillons-nous, monsieur le maire, car je peux vous dire que ça fait du bien. N'est-ce pas? Oui, oui, non, tout à fait, tout à fait. Vous connaissez cette musique, non? Oui, monsieur, oui, oui. Découvrir une paire de testicules et de fesses, comme ça, ce matin, en arrivant à mon bureau, je dois vous dire, monsieur le maire, que je me suis assis, hein? Oui, oui, non, mais alors, ce que je n'arrive pas à comprendre... Écoutez, monsieur le maire, écoutez. Écoutez cette montée. Vous appréciez, j'espère, hein? Ah, tout à fait, tout à fait. Écoutons-la. Ah, vous jouez d'un instrument? Non, non, là, malheureusement, c'est le téléphone sur une autre ligne. Écoutez, monsieur le maire. Voilà, monsieur le maire. Merci, Bernard. Oui, oui. Écoutez, je suis vraiment effondré. Alors là... Écoutez, monsieur le maire, je ressens la même nature de sentiment. Remettons un peu de musique si vous le voulez bien. Vous êtes toujours effondré ou ça va mieux? Ah, c'est une musique qui fait du bien, je dois reconnaître. Heureusement que nous avons la musique, hein. Bien. Monsieur le maire, je vous demande solennellement d'éviter que ceci se reproduise. Non, c'est évident, monsieur le préfet, c'est évident. Vraiment, je vous présente toutes mes excuses, monsieur le préfet, parce que je suis, comme vous, effondré. Là, vraiment effondré. Eh bien, monsieur le maire, je vous propose, puisque vous êtes encore effondré, d'écouter un peu de musique. Est-ce que ça va mieux? Ah, c'est une musique qui fait du bien, je dois reconnaître. Ça va mieux? Oui, oui, non, N'hésitez pas, dites-moi ce que ça vous procure. Ah, une profonde détente. Monsieur le maire, je vais remettre ma casquette de préfet sur la tête pour me rendre au monument aux morts où je dois déposer une gerbe ce matin. Mais, comme vous, je reconnais que la musique permet d'éviter bien des tracas. Et en ma qualité de préfet ayant reçu la photographie d'une paire de fesses d'un homme que je ne connais pas bien entendu, avec une paire de testicules au milieu, je dois reconnaître que bouleversé comme je l'ai été, choqué comme je l'étais, la musique m'a apaisé. Je le comprends, monsieur le préfet. Je comprends. Monsieur le maire, je vais vous quitter en espérant que nous trouverons le coupable. J'espère aussi, monsieur le préfet. Monsieur le maire, je vous salue. Je vous en prie. Et je ne dirai pas, comme des personnes indélicates qui ont eu le culot de faire ça, je ne dirai pas, monsieur le maire, je vous salue, poil au cul, moi. Vous comprenez, monsieur le maire? Ah oui, oui, non, mais... Et je vous présente encore toutes mes excuses, monsieur le préfet. Monsieur le maire,
Je vous salue. Au revoir, monsieur le préfet. Conservation du cimetière, bonjour. Oui, bonjour madame. C'est le cimetière là? Oui. Bonjour, dites-moi, je vous appelle parce que vous savez que la terre là du cimetière là, elle est bonne. Vous êtes au courant de ça? Oui, oui, oui. Donc moi j'ai planté des carottes. Et le problème c'est que je constate que c'est pas bien arrosé par contre le cimetière. Est-ce que ça serait possible d'arroser un peu? Vous avez planté des carottes? Oui. Non, dans le cimetière. Comment? Mais vous avez planté vos carottes où? Eh ben, à côté des tombes, là où la terre a été fraîchement remuée, quoi. Sauf que là, je ne vois pas sortir et je pense que c'est un problème d'eau. Bah, c'est-à-dire qu'on n'est pas habilité à arroser les carottes du cimetière, quoi. Ah. Bah non. Parce que la seule solution que j'ai, c'est donc d'installer un arrosage automatique. Mais je ne pense pas que vous ayez la possibilité de faire ce genre de choses. Ah si, j'ai les moyens. Oui, non, mais je veux dire, il vous faudrait une autorisation particulière. Enfin, bah, je vais pas demander aux morts, madame, excusez-moi. Non, monsieur, non, mais bien sûr, mais enfin, je veux dire qu'au cimetière, on plante pas a priori de carottes dans un terrain qui a été remué, voilà. Ah si, ça pousse très bien, justement. Ben ça, je vous dis pas le contraire. Et voyez-vous, l'année dernière, j'avais planté du radis, je sais pas si vous avez remarqué, non? Nous, on n'en a pas entendu parler. Voilà, bah, l'année dernière, j'ai quand même fait 16 kilos de radis, hein. 16 kilos de radis? Bah oui. Sur 41 tombes. Oui, non, mais là, on peut pas faire n'importe quoi, monsieur, dans le cimetière, quoi. Comment ça? Bah, je sais pas, moi. Est-ce qu'il me viendrait l'idée de planter des carottes dans un cimetière? Non, mais voilà. Vous prenez un arroseur, à la limite, vous plantez vos carottes, vous prenez le seau d'eau et puis vous arrosez, voilà. Oui, mais bon, mon problème, c'est que maintenant, comme je suis en train d'investir, voyez-vous, sur les cimetières, parce que je me rends compte qu'en fait, je peux vraiment planter tout. Là, j'ai donc... Parce que je suis assez surprise quand même de la démarche. Attendez, madame, il faut rentabiliser le cimetière. J'ai donc créé sur l'aile gauche, vous voyez l'aile gauche, non? Est-ce que vous pouvez me donner le carré, enfin, où est-ce que vous avez... Le premier à gauche, j'ai fait une bambouseraie. Donc les bambous vont sortir là bientôt. Donc ça, je vais les vendre en pot. Moi, ça me paraît extraordinaire, votre démarche, quand même. Ça me paraît... Par contre, je voulais vous demander si vous m'autorisiez à placer mes panneaux pour la vente. Non, alors écoutez, monsieur, je vais vous arrêter tout de suite. Vous savez quand même que vous êtes au cimetière et de planter des carottes ou des bambous dans un cimetière et de vouloir les revendre pour... Écoutez, si vous voulez voir l'état, puisque tout va sortir samedi, je fais un vin d'honneur dans le cimetière pour faire goûter justement ces carottes et tout ce qu'on a récolté dans le cimetière. Est-ce que je peux vous envoyer un carton d'invitation? Oui, non, mais monsieur, vous savez quand même que vous êtes au cimetière et qu'on va pas... Et ben, monsieur serait très installé. Demandez au gardien si nous auront les carottes. Allô? Oui, allô? Oui. Monsieur, bonjour? Oui, bonjour, vous êtes bien au courant de la situation? Oui, alors monsieur, je vous écoute, mais je ne comprends pas très bien votre propos. Vous plantez des... Vous plantez des choses dans le cimetière? Ah oui, évidemment, oui. Ah, parce que non, c'est pas évident pour moi qu'on plante des carottes dans le cimetière. Ah. On a des problèmes de lapins qui se reproduisent dans un cimetière. On a des pigeons qui salissent des sépultures. Et alors là, maintenant, un planteur de carottes, c'est le comble, quoi. Oh, mais des poireaux, enfin, tout pousse très bien, la terre est riche. Écoutez, monsieur, je vous invite à faire une demande. Par courrier, excusez-moi. C'est la première fois qu'on me demande ça. Excellente matinée. Allô? Oui, bonjour, monsieur. Oui, bonjour. Vous êtes le 9751. Oui, c'est ça, oui. Dites-moi, monsieur, par hasard, ce midi, à 12h10, vous n'êtes pas allé jeter une saucisse à la rivière, vous? Ah, non, pas du tout, non. Sous le pont, là. Ah non, c'est pas moi, hein. Vous êtes certain, monsieur? Ah bah oui, je suis certain, oui. Parce que là, c'est les ponts et chaussées, là, l'appareil, là. Ah oui, d'accord, oui. Il y a un abruti qui a jeté une saucisse par le pont, là, au-dessus du pont, aux poissons. Oui. Les poissons, à cette heure-là, il y en a beaucoup sous le pont, hein. Ah oui, d'accord, oui. Et ils ont été empoisonnés. Ah non, c'est pas moi, pas du tout. Là. Résultat, ils sont devenus fous furieux. Ils ont attaqué la base du pont et le pont est tombé. Oh. Ah non, c'est pas moi du tout, là. Bon, je vous passe l'inspecteur des ponts et chaussées, monsieur. Oui, oui. Merci, oui. Allô? Oui, oui, allô? Oui, bonjour, monsieur. Bonjour, oui. De la place, pareil, les ponts et chaussées. Oui. On
Entre 12h et 12h10, vous avez un alibi, monsieur? Ah bah non, j'étais là, de toute façon, je dormais là. Parce que je suis rentré de boîte hier soir, j'étais au Cap 3000, là, à Hennebon. D'accord. Oui. Quand vous êtes rentré, monsieur, est-ce que par hasard on a envie de faire une blague à des poissons, de jeter une saucisse, vous avez... Ah non, pas du tout. Non. Je suis rentré directement chez moi. Mais est-ce que par hasard vous aviez bu un peu? Ah non, pas du tout, non, j'ai rien bu du tout. Ouais, parce qu'on sait jamais, monsieur, avec le coma éthylique, on peut faire des choses, mais on s'en souvient plus. Ah non, mais moi je me souviens très bien. Vous étiez en voiture, quelle voiture, monsieur? Une Golf. Oui, noire, non? Grise. Grise, oui, c'est ça, oui. Métallisée, peut-être, non? Métallisée, oui. Vous étiez à 3 dedans, 2, 3? On était à 2. 2, oui, c'est ça, 2. Et par hasard, la Golf grise métallisée ne se serait pas arrêtée sur le pont, d'où serait sorti un individu qui aurait... C'est quel pont? C'est le pont de Pau, là, non? Bah oui, monsieur. Ah non, on a été manger hier chez Marcel. Oui. Hier soir, il était 10h à peu près, puis après on est parti chez moi. Oui, ben oui, mais le problème, c'est qu'il y a un monsieur qui a vu 2 jeunes gens, passablement gais et méchés, dit-il, jeter une saucisse par-dessus le pont en direction des poissons. Ah non, c'est pas vrai, non. Ça a rameuté tous les poissons, il y avait des centaines de poissons qui ont attaqué la base du pont. Oui. Le pont s'est écroulé. Et les poissons ensuite se sont jetés sur le pont qui était cassé en 1000 morceaux donc dans la rivière et ils l'ont mangé, monsieur. Il n'y a plus de pont là à cet endroit à cause d'une saucisse que vous auriez jetée. Mais on n'a pas jeté de saucisse. Ah, non, pas du tout. On est sorti de chez Marcel là, monsieur. Est-ce que vous avez mangé une saucisse frite par hasard? Bah moi j'ai mangé une escalope. Je sais bien que mon collègue a mangé des merguez, oui. Mais il a mangé une merguez, mais il n'a pas amené la merguez avec lui quand même. Il a fini son plat, Bah écoutez, en tout cas, il y a une merguez qui était dans l'eau. Oui. Les poissons l'ont mangé. Je pourrais téléphoner à mon collègue, je sais pas, moi je sais pas ce qu'il a fait. Est-ce que vous pouvez l'appeler, on vous rappelle? Je peux l'appeler, mais... Oui, je peux l'appeler, On vous rappelle tout de suite? Bah d'accord, je vais l'appeler, Je vous remercie, monsieur. D'accord. Allô? Oui. Oui, bonjour. L'éponge des chaussées, là, l'appareil. Oui. Bah j'ai téléphoné à mon collègue, là. Oui. Mais il a pas balancé de merguez, Qu'est-ce qu'il vous a dit exactement? On est sorti du restaurant. Bon, après, on a été pisser un coup sur le parking, puis après on est parti, c'est tout. Vous pouvez le rappeler si vous voulez. J'ai le numéro de téléphone. Oui, je veux bien, je vous remercie. Alors, 97. Oui. 27. Je vous remercie, monsieur. D'accord. On va l'appeler tout de suite. Merci. D'accord. Allô? Oui, bonjour monsieur, l'éponge des chaussées de Pontivy et l'appareil. Oui. Vous êtes le collègue du jeune homme qu'on a eu tout à l'heure au téléphone, Oui. Je pense qu'il vous a appelé. Oui. Ah, mais je vous connais maintenant. Monsieur Jean-Yves Lafesse. Oui, monsieur. Ne dites rien, on va rappeler votre collègue, je vais l'appeler, je vais dire que vous venez d'avouer. Ouais, d'accord, ouais. Ne l'appelez pas, on va continuer, D'accord. Tout à l'heure. Allô? Oui, monsieur, l'éponge des chaussettes. Oui. Bon, nous venons d'avoir votre collègue. Oui. Il vient de se souvenir, au moment où vous avez raccroché tous les deux votre communication, Oui. il a essayé de vous rejoindre. Effectivement, il se souvient avoir jeté une merguez qu'il avait gardée dans la rivière. Ah bon? Voilà, je savais pas du tout. Voilà. Et donc, il s'en souvenait pas lui-même. Ah bon? Voilà. Donc, en conséquence de quoi, monsieur, évidemment, vous vous rendez compte que... Ah ouais, mais... Moi, je savais pas du tout qu'il avait... Il s'en est souvenu, là, juste après que vous ayez raccroché. Ah bon? Je savais pas du tout. Alors, il va vous rappeler, vous venez ce soir, vous allez évidemment avoir des travaux d'utilité collective. Oui. C'est-à-dire que cette nuit, à partir de 22h, oui. Tous les deux viendraient donc dans la rivière sous le pont, oui. Un emplacement où était l'ancien pont, donc vous viendrez récupérer les poissons, oui. Les sortir de l'eau et reconstruire le pont. Ah bon? Et vous avez une nuit, monsieur. Oh, c'est pas vrai, ça. C'est dingue, ça, mais... Il faut que le pont soit fini à 6h du matin, monsieur. C'est le pont de Bourg, là, mais il est en quoi? Il est en béton, En béton? On vous laisse 8 heures pour reconstruire un pont, donc qui fait 30 mètres de long en béton. Est-ce que ça vous suffit? Oh bah non. Combien? 30 mètres de long? Oui. 30 mètres de long? Oui. Et mon collègue, qu'est-ce qu'il a dit? Bah, il est d'accord. Bah oui. De toute façon, je veux bien réparer. S'il faut le faire, on va le faire. La fête, c'est un gros salon.
Allô? Oui, bonjour madame. Bonjour. C'est le cabinet du masseur kinésithérapeute. Oui. Bonjour madame Ledoux à l'appareil. Oui. Vous faites bien des massages, hein, je crois. Oui. Parce que voilà, aujourd'hui c'est mon anniversaire. Bon anniversaire. Je vous remercie. J'ai 69 ans et c'est très jeune encore, hein? Oui. Et je vous appelle parce que figurez-vous que mon mari a décidé de m'offrir des séances de massage. Ah. Voilà. Alors, il est à l'écouteur, il voudrait vous parler. Oui. Pour prendre rendez-vous. D'accord. Tiens, Robert. Merci, Jean-Marie. Allô? Allô? Bonjour, madame. Bonjour, monsieur. C'est un grand jour pour ma femme aujourd'hui, je crois. Oui. Voilà, dites-moi, voilà ce qui se passe. Je trouve qu'elle a la fesse molle en ce moment. Oui. Qui est un petit peu, vous voyez, la fesse en goutte, quoi, hein, qui tombe là depuis quelques mois. Il y a quand même du gras. Et je voulais savoir si vous, grâce au talent du masseur, on pouvait remédier un peu à ça, lui remonter un peu, vous voyez, et donner du fuselage, quoi. Oui. Il vous faut une ordonnance si vous voulez faire des massages. Ah non, c'est pas médical, hein, c'est pour le cul, hein, oui, ça n'a rien à voir avec le docteur, ça, hein. Oui. Je voudrais lui redonner, vous voyez, quoi. Quand je prends son cul dans les mains, je voudrais sentir les formes, quoi, c'est plus... Oui. Je veux pas que ça soit de l'avance, quoi, vous voyez, moi. Oui. Oui, mais moi, je peux pas vous prendre cette semaine. Il faudrait que vous rappeliez... Non, mais il n'y a pas... Attendez. Ça fait quand même plusieurs mois que j'ai remarqué que ça commençait à mollir là-dedans. Oui. Alors, elle peut attendre la semaine prochaine, hein. Oui. Mais il faudrait pas attendre trop longtemps parce que je suis quand même assez énervé avec le printemps qui arrive, hein. Oui. Alors, quand est-ce que vous pouvez lui redonner un peu du cul là-dedans? Ben, il faudrait que vous appeliez madame la semaine prochaine, lundi. Ben, on peut pas prendre rendez-vous aujourd'hui? Non, moi, je peux pas vous en donner. Bon, ben écoutez, tant mieux. Je vous repasse ma femme peut-être pour qu'elle voit qu'on va appeler madame la masseuse, hein. D'accord. Alors, tu vois, tu vas pouvoir commencer la semaine prochaine. Hein? Merci, Robert. Allô? Oui? Est-ce que vous pensez, vous me dites ça en toute franchise entre femmes, hein? Lui, il trouve que, bon, j'ai la fesse, comme il dit, un peu molle, hein. Vous savez, c'est un homme de la campagne, hein, mon mari, hein. Oui. Mais bon, moi, entre femmes, parce que là, il est parti, lui, c'est la bite, voyez-vous. Oui. Est-ce que vous pensez qu'on peut faire quelque chose de ce côté-là avec des massages? Ben, ça va pas raffermir, hein, ça va... Non, mais à la bite, hein? À la bite? Oui. Ben, qu'est-ce qu'il a, lui? Ah ben, elle est molle aussi. Oui. Ah ben là, moi, je n'y peux rien, hein. Allô? Oui, bonjour madame, Mr. Good Deal, hein, pareil. Oui, bonjour monsieur. Voilà, je voulais passer une commande d'un lave-vaisselle. Oui. Et mais les références que j'ai prises ne vous conviennent pas parce que la hauteur, j'ai pas plus de 81,5 cm de hauteur. Et le lave-vaisselle que j'avais choisi fait 85. Est-ce que vous en auriez un avec cette hauteur? Bah oui, il y a évidemment notre coup de cœur de la semaine. Oui. Qui est en 82, mais 82 c'est donné pour 81. Ça veut dire? Bah vous dépassez pas 81. D'accord, ok. Alors c'est notre nouveau produit, mais c'est un produit à télécharger. Vous connaissez, non? Non. C'est-à-dire que c'est un lave-vaisselle. Oui. Que vous allez télécharger. Vous avez un graveur chez vous? Non. Parce que ce que vous faites, c'est que donc vous le téléchargez, ce lave-vaisselle, vous le gravez avec votre graveur, et là il devient réel. Il passe du virtuel au réel. C'est pas vrai? Eh si. Non mais vous rigolez? Oh là là, c'est incroyable ce que vous me dites. Ça c'est l'idéal parce que là on est dans le 81 cm. Hein. D'accord, mais j'ai pas de graveur. Bon, alors ce que vous pouvez faire, c'est éventuellement peut-être acheter le graveur qui est à 65 €. Oui. Mais il faut que vous le téléchargiez sur notre site. Ouais. Ensuite donc il apparaît chez vous et vous le gravez avec votre graveur. D'accord. Ok. Et donc, le lave-vaisselle fait combien, alors? Alors, le lave-vaisselle en téléchargement est à 261 €. Ah oui, c'est pas cher, ouais. Mais ça me paraît tellement incroyable que... D'accord. Mais j'ai pas Internet chez moi. Et sinon, vous en avez pas un que je peux venir chercher à 81 cm de hauteur? Ah bah non, il n'y a que cela. Hein. Et le lave-vaisselle, là? Il fait 85. Oui, mais il était virtuel? Ah bah oui. Ah, j'allais le télécharger aussi? Ah bah oui. J'allais pas le chercher à l'entrepôt? Ah non, vous le gravez directement sur votre ordinateur et c'est avec votre imprimante qui va se former. D'accord, ouais. Il va apparaître chez vous. C'est incroyable. Ah d'accord, ok.
Et donc, il y a plus, on va plus à l'entrepôt chercher aucun matériel alors. Non. Bah écoutez, moi, j'ai pas le matériel, j'ai pas le téléchargement, tout ça. Donc, je suis enseignante dans un collège et c'est le collège qui a un mail, vous voyez. Donc. Mais ça les embêterait si votre lave-vaisselle arrive chez eux et vient sur leur imprimante, vous croyez? Attendez, ça va intéresser les élèves, hein? Oui, effectivement, ça va intéresser les élèves. Et je vais en parler aux profs de techno, effectivement, ça serait bien, oui. Très bien. On va vous télécharger directement un fer à repasser. Comment ça? Quand ils vont ouvrir le mail, il y a un fer à repasser qui va se développer en métal sur leur bureau. D'accord. Mais ce fer à repasser, il est gratuit? Ah oui, oui. D'accord, ok. Oui, il faut que je prévienne les profs de techno parce qu'ils sont bien surpris. Alors, il me faut le mail. Attendez, ils vont être surpris par quoi? Par l'apparition. Quelle apparition? Du fer à repasser. Commissariat, bonjour. Allô? Oui? C'est le commissariat? Oui? Bonjour, monsieur. Bonjour, madame. Excusez-moi de vous déranger, je suis la dame Ledoux, là, la dame qui a la petite voiturette blanche électrique. Je sais pas si vous vous souvenez, non, mais une Alors, je saurais pas vous dire si c'est pas à moi que vous avez eu affaire. Oui, parce que j'ai été arrêté par un policier, là, il y a 2 minutes, Oui. à un feu rouge, et il avait l'air un peu bizarre, et je crois qu'il a bu, et il tenait plus debout, et il est monté à l'arrière de ma voiture, et il dort dans ma voiture. Un policier qui dort dans votre voiture, là? Ah oui. Bon, quittez pas. Oui? Bonjour, monsieur. Bonjour. On vous a expliqué mon problème, non? Quel problème? Je suis la dame là qui a une petite voiturette blanche électrique. Et j'ai été arrêté il y a 3 minutes par un policier. Ouais. Visiblement, il avait bu un petit peu, il est monté à l'arrière de ma voiture, il dort. Il dort maintenant? Il dort dans ma voiture. Un policier? Oui. Vous êtes sûr? Ah ben oui, il est en tenue. Il a entendu. Venez au commissariat. Vous savez où il est, le commissariat? Ben oui. Bah, venez. Allez sur le côté, on va faire rentrer le véhicule. Mais il veut pas, hein, Vraiment, on s'en fout, venez jusqu'ici. Allez jusqu'au maximum et on va le récupérer. On va voir un peu qui c'est. Mais il est en tenue, il est grand et costaud, il a une grosse bedaine. Ouais, une grosse bedaine. Ouais, bah, venez, revenez quand même. Oh, mais il va me gronder, hein. On s'en fout, c'est nous qui allons le gronder. Il m'a demandé de le laisser au premier café. Non, s'il est en tenue, vous le ramenez jusqu'ici. Vous êtes sûr? Sûr et certain. Il me grondera pas, hein. Il vous grondera pas, vous en faites pas. Et qui c'est qui va nettoyer le vomi? Eh ben, il va le nettoyer, vous en faites pas. Oh non, allô? Oui. Attendez, il est encore en train de vomir. Oh, ouais, mais venez jusqu'ici, dépêchez-vous. Attendez, oh non. Bon, attendez, quittez pas, vous êtes où, là? Attendez, je m'arrête une seconde parce que là, faut que j'ouvre les vitres, hein. Non, mais venez, dépêchez-vous de venir jusqu'ici. Oh, il en a mis partout Ouais, sur mais mon... ça fait rien, on va s'en occuper de son cas. Venez jusqu'ici, madame. Il a vomi sur mon chien. Mais ça fait... On va t'expliquer en arrivant ici. Venez jusque-là, madame. Oh, il y a mon chien est couvert de vomi. Mais je me doute. Mais dépêchez-vous de venir jusqu'ici, madame. Attendez, il y a un monsieur qui s'approche, alors. Oh là. Ah oui, ben oui, c'est le monsieur à l'arrière. Oh, d'ailleurs, le pauvre gars, il a... Et Alors... passez-moi le monsieur. Je vous le passe, hein. Allez, passez-moi celui qui est avec vous, là. Allô? Oui, monsieur? Oui. Ouais, vous connaissez le commissariat de police? Ouais, mais là, il y a un chien qui est couvert de vomi. Ouais, mais comme j'ai dit à la dame, venez jusqu'au commissariat, on va s'en occuper du gaillard. S'il est vraiment ivre, eh ben, on va faire nettoyer le véhicule de la dame. Voilà, parce que l'arrière de la voiture de la dame, il y a des canettes de bière partout et ouais. Il y a quelqu'un qui... Oh, mais merde. C'est un policier qui est à l'arrière de... Bah oui, est-ce qu'elle peut venir au commissariat, la dame? Mais j'ai peur qu'il me gronde. Mais vous lui dites qu'il va pas se gronder, elle est bête ou quoi? Il demande si vous êtes bête. Venez jusqu'au commissariat, on va s'en occuper. Ça, le policier? Eh. Allô? Oui. Mais je suis pas bête. Mais je vous ai demandé de venir jusqu'au commissariat, n'ayez pas peur. Mais non, mais j'ai mon chien qui est couvert de vomi. On va s'en occuper. Avec un policier qui a vomi sur mon chien, qui est sous à l'arrière de ma voiture, et vous me demandez si je suis bête. On va s'en occuper. Il a vomi sur mon chien et dans mon sac à main. Vous en faites pas. Allô? Allô? Oui? Oui, bonjour madame. Bonjour monsieur. Je me permets de vous appeler. C'est un ami qui m'a donné votre numéro. Oui? Il m'a dit tu ferais bien de les appeler, ils peuvent peut-être t'aider. Qu'est-ce qui se passe monsieur? Ah, moi ça va très bien, ça va très bien. Ah bon, mais pourquoi votre ami vous a donné ce numéro de téléphone? Comment vous avez deviné mon numéro de téléphone? Ah, je l'ai pas deviné monsieur, c'est vous qui m'avez téléphoné. Mais vous m'avez appelé André. Ah non, du tout.
Vous m'avez pas dit André. Qui vous a conseillé de nous appeler exactement? C'est un ami que je vais voir à peu près une fois par semaine. Oui. Mais c'est un ami bizarre, il faut que je le paye. Ah, d'accord. C'est un... C'est un docteur? Je sais pas, il me donne des petits machins à avaler pour manger. Mais attendez. Oui. Mon ami, il est médecin. Ben, je suppose qu'il vous donne des petites choses à manger. Mais je suis un oiseau, madame. Il me donne des petites graines, moi. Ah bon? Ben oui. Comme ça, après... Et pourquoi il vous a dit de nous appeler alors? Je comprends pas, puisque vous allez si bien. Parce que ce soir, il m'a dit, ce soir, je peux pas vous faire la cuisine, quoi. Il est dans un... Vous le voyez où exactement, cet ami? Dans ma cage, madame. Dans votre cage? Oui. Mais écoutez, je peux prendre votre adresse et votre nom, et puis je vais vous envoyer quelqu'un qui va vous amener à manger pour ce soir. Mais je peux venir vous voir si vous voulez. Non, ça c'est pas possible. Mais moi je suis un oiseau et je me déplace aussi chez les gens, mais ils ont fermé la cage ce matin. Mais vous pouvez peut-être l'ouvrir pour si je vous envoie quelqu'un, vous ouvrez juste 5 minutes. Oui, mais alors c'est un truc, alors attendez, parce que... Faites attention de ne pas vous échapper. Non, ce que j'ai, le problème... Attendez, je vais essayer d'ouvrir la porte, quoi. Mais la cage, elle est bloquée. Hein. Allô? Je vais essayer, madame. Pardon? Je vais essayer d'ouvrir la porte. Allez-y, essayez. C'est fermé. La cage est fermée. Allô, monsieur, revenez, on va trouver une solution. On va appeler un serrurier. Allô? Allô? Oui, mais vous inquiétez pas, ça, une porte, ça s'ouvre toujours s'il faut, et on appellera un serrurier, on appellera quelqu'un comme ça qui est spécialiste pour ouvrir les portes. Attendez, je m'envole, je change de branche. Allô? Vous êtes sur une autre branche? Allô? Oui? Je suis tout en haut de l'arbre. C'est beau de là-haut? Je trouve plus mon nid. Et qu'est-ce que je fais? Ben écoutez, monsieur l'oiseau, on va vous aider, monsieur, ne vous inquiétez surtout pas. Attendez. Oui, il est où votre arbre? Attendez, je vais essayer de m'envoler encore plus haut. Oh là là. C'est peut-être pas la peine d'aller plus haut. Attention, j'y vais. Oh putain, pourvu qu'il se casse. Allô? Oh mon Dieu. Allô? Oui, vous me donnez votre nom et votre adresse, monsieur, d'accord? Et puis on va venir vous aider. J'ai cassé mon bec. Ben oui, justement, on va venir vous le réparer. Oh mon Dieu, j'ai cassé mon bec. Bon. Attends. Comment vous vous appelez? Vous avez bien un nom? Oui, qui c'est qui a frappé? Ah, bonjour, Dumoulin. Ah, ben quelqu'un, super. Entrez. André? Je suis avec votre femme au téléphone, rentrez. Allô, André? C'est votre femme, je vais vous la passer. Oui, oui, passez-moi là. La femme, qu'est-ce qu'elle fout là? Allô, Simone? Non, non, c'est une erreur. Urgence psychiatrie à l'appareil. Est-ce que vous pouvez me donner le nom et le prénom de ce monsieur et son adresse? Je crois qu'il a besoin de soins. Quel monsieur? Le monsieur André? Il n'y a pas de monsieur ici, madame. Ah. Il y a un oiseau. Oui. Bonjour madame. Bonjour. Bonjour monsieur. Service France Télécom, publicité téléphonique, nouveau service France Télécom. Allô? Madame, avez-vous pensé à changer les roues de votre caddie? Caddie Roussel, le dépanneur qu'il vous faut. Caddie Roussel, c'est l'assurance de milliers de kilomètres avec votre caddie. Oui? Votre dentier est maculé de bouts de viande et de gras de saucisson. Qu'est-ce que c'est cette histoire-là? Qu'à cela ne tienne, Desgrippes Chicot est un produit de laboratoire d'Empourave. Si vous voulez annuler la fonction publicité de votre téléphone, appuyez sur la touche 2. France Télécom à l'appareil. Bonjour madame, vous avez annulé le service publicitaire. Oui, monsieur, qu'est-ce que c'est ce nouveau système-là? C'est un nouveau service publicitaire. Oui, je m'aperçois, oui. Qui vous est offert par France Télécom. Oui. Et qui vous permet donc de bénéficier des services publicitaires gratuitement. Ah oui, mais moi j'ai pas trop le temps, monsieur, d'écouter ces messages. Eh bien madame, nous sommes d'accord.
Alors, c'est pour ça que j'ai choisi d'interrompre cette publicité. Vous n'aurez plus d'appel publicitaire. Voilà. Je vous remercie, monsieur. Je vous en prie. Au revoir. Au revoir, madame. Oui. Bonjour, madame. Vous avez annulé la fonction publicité. Oui. Savez-vous que vous pouvez en bénéficier gratuitement pendant 1 an? Car France Télécom est à votre service 24 heures sur 24, en partenariat avec Royal Canin. Mais qu'est-ce que c'est cette histoire-là? Royal Canin, l'aliment préféré de votre toutou. Vous avez un chien? Non, j'ai pas de chien. Royal Canin fait le reste. Madame, vous avez abordé le 3e âge sans complexe. Votre dentier est maculé de bouts de viande et de gras de saucisson. Qu'à cela ne tienne, Desgrippes Chicot est un produit des laboratoires d'Ampourave. France Télécom, bonjour, allô? Monsieur? Oui? Oui, mais dites-moi, ça va durer longtemps cette histoire-là? Comment ça? Mais monsieur, ça fait 2 fois que vous m'appelez, ça me dérange dans mon travail, moi je veux pas entendre ça. Alors, c'est ennuyeux ça. Vous appuyez sur la touche 2. Oui, j'ai appuyé, monsieur. Alors, en appuyant sur la touche 2, oui. Normalement, vous n'avez plus d'appel publicitaire. Si, monsieur, 2 minutes après, on m'a rappelé, il y a un disque de nouveau qui est repassé. Ah oui, pour vous prévenir que vous aviez... Non, il y a encore la publicité de Royal Canin, etc., etc. Ça me dérange, monsieur, je ne veux pas, moi, être dérangée. Madame. Oui. Vous avez annulé la fonction publicité. Oui. Savez-vous que vous pouvez en bénéficier gratuitement pendant 1 an? Mais ça ne m'intéresse pas, monsieur. Madame, France Télécom est à votre service 24 heures sur 24. Et ceci en partenariat avec Royal Canin. Royal Canin. Mais qu'est-ce que c'est que cette histoire? L'aliment de votre toutou. Comment ça se fait que je suis dérangée comme ça? Monsieur, vous voulez me répondre, s'il vous plaît? Madame. Oui. Avez-vous pensé à changer les roues de votre caddie? Comment dois-je faire pour arrêter cette publicité? Caddie Roussel, le dépanneur qu'il vous faut. Mais qu'est-ce que c'est cette histoire-là? Vous avez appuyé sur la touche 2. Oui. Vous avez annulé la fonction publicité. Oui. Savez-vous que vous pouvez en bénéficier gratuitement? Mais ça m'intéresse pas, monsieur. Pendant 1 an. Bonjour, madame. Vous avez annulé la fonction publicité. Savez-vous que vous pouvez en bénéficier gratuitement pendant 1 an? Car France Télécom est à votre service 24 heures sur 24 en partenariat avec Royal Canin. L'aliment préféré de votre toutou. Vous avez un chien? Royal Canin fait le reste. Royal Canin, l'aliment qu'il vous faut pour votre toutou. Vous avez tapé 5 fois sur la touche 2. Avez-vous pensé, madame, à changer les roues de votre caddie? Oh, c'est pas possible, ça. Allô? Oui. Oui, madame, excusez-nous encore. Eh oui, parce que vraiment, j'en voyais pas la fin, monsieur. C'est stressant à la longue, hein? Voilà. Parce que, bon, je souhaite que ça ne se reproduise pas, hein? Non, madame, ça y est. D'accord. Vous n'aurez plus de publicité. Eh non. Nous avons enfin réussi à arrêter les publicités, madame. D'accord. Bon, oui. C'est la première fois, hein, monsieur, oui, que je suis dérangée comme ça. Voilà. Et figurez-vous, madame, oui. Nous avons arrêté les publicités grâce au dentifrice plus du bec. Oh là là, c'est encore moi qui dois faire le boulot, mais c'est pas possible ça, monsieur, quand même. La fesse réveilla, calculated about things than his younger brother is. He was standing off to the side that Christmas morning watching these balls coming out, this frequency and this velocity of these balls, and he just wasn't sure about that. He's watching his little brother swing at it, but he's like, Mom, I don't think I can do that. I'll just let him do it. And I said, no, buddy, you can do it. I'm encouraging him. He said, no, Mom, I can't do it. Those balls are too fast. I said, buddy, yes, you can do it. He says, no, Mom, no, I can't. I said, yes, you can, and you're going to do it because it's early in the morning and it's cold out here, and you brought us out here early in the morning. You're going to do it. I wasn't playing. So it's finally his turn. He puts the helmet on, he grabs the bat, and he stands there looking at the machine. I felt so bad for him because he was so intimidated, so insecure. And I wish I could have said, really, I did say it to him, but I don't think his 5-year-old brain could compute it.
I wish I could have helped him realize that his father, who loves him so much, had gone behind that little machine. He had opened up a little flap on the machine that revealed some gears. These gears could be manipulated so that the frequency and the velocity of the balls was matched with the capability of the person that was standing at the plate. So my boy had no reason to fear, because he had a father who loved him, who had already set up the circumstances so that he was set up to win. The reason why you have no reason to be afraid, my friend, as God calls you to go here or do that or go through this particular thing in your life, is not because you're so capable. It's not because you're so prepared. It is because you have a daddy who loves you. He has already gone behind the scenes. He has already orchestrated and manipulated events and people and circumstances so that all he needs is a woman that's willing to say, yes, Lord, and stand there at the plate of his grace and his glory and his calling on your life, and to do what he's called you to do. And if you and I will just do it, we will realize we've been set up to hit a home run every single time. So if right now there is something crippling you, the enemy is working overtime to cause you to be afraid in your life, will you hear this message from the Holy Spirit today? Step up to the plate. Do not be afraid. Your God has got your back. Do not be afraid. The next message that Moses had for the children of Israel, and by the way, do you notice in this passage that it's never really a debate whether or not they are going to cross over? Did you notice that? He said this victory is a victory that he will accomplish for you today. There's no question as to whether or not you will come through victoriously, my friend. I don't know whether or not you've read the book, but in the end, we win. The victory has already been given to you. Your only goal, my only goal now as you go through that thing in your life is just to claim, to lay hold of what it is that has already been granted to you. You are not fighting for victory, you're fighting from a place of victory. Your stance is already victorious. It changes the way you look at the challenge when you know the victory is already yours. So he says to them, he says, be fearless. And the second thing he says to them is, be still. Some translations read stand by. Others say stand firm. Still others say stand still. Notice the two parts of this command, the standing part and the stillness part, neither of which are particularly simple for me. The standing and the stillness. Actually, I have a problem with both of these commands. Problem with them. Because if I had been there on the edge of the Red Sea and I'm watching the chariots and the bows and arrows and the soldiers that are approaching from behind and all around the sides, when I am cornered like that in a scenario where I feel like there will never be any way of escape in this particular scenario that I'm in, it just does not make sense to me that Moses would look at me as an Israelite in that particular predicament and say, here's what you're going to do. I want you to just stand still. Moses, you mean, you do see this wood right here. You don't want me to get this wood and start carving out a raft and getting it together so that we'll have something to sail on to get over this body of water? Moses, you do see that we've got some swords here. You don't want me to pick up this sword and get ready to fight. You do understand that I've got a bow and an arrow here. You don't want me to pick up this bow and arrow and get ready to shoot it into the crowd. Moses, you mean you don't want me to take my earrings off and get some Vaseline on my knuckles and get ready to go? No, Moses says to them, I do not want you to lean to your own understanding as to what you would think would be the best solution in this particular problem. What I want you to do is to plant your feet firmly, to stand, and I want you to be still in faith and confidence and trust that the God that we serve, the same God that delivered us out of Egypt, is the same God who will carry us through the Red Sea. He says, stand still. Sounds like a very passive command in the midst of very active circumstances. But I want you to think about this for just one second. When I come home from a long day of work, when you do as well, or running errands or whatever, when I walk into the house after a long day, the last thing I want to do is stand. What I do is I take my shoes off, and then what do? We sit. We find the most comfortable chair that we can.
and we collapse into it or lay flat on our bed. And the reason is because although standing seems like a passive action, it actually, there's nothing passive about it. Sitting is passive. Laying is passive, because then we're allowing something else to carry our weight. But when you stand, it requires a decision of your brain that transfers down to the muscles and the joints in your body. It requires a resolve of your mind, your actions, your muscles, your frame to keep itself upright when you'd rather just relax into something else to carry your weight. Standing is not passive at all. It requires a decision, a choice, an action on your part, a resolution on your part to plant your feet on something and not be moved. Right after the highlight of his ministry, where he stands flat-footed and unapologetic on Mount Carmel and calls everyone there to a contest to determine who the one true God actually is. He has called fire to fall down from heaven, and Yahweh has responded in a miraculous display of the splendor and the greatness of God. Fire has shot out of the heavens and has set aflame the sacrifice that he has prepared, proving once and for all that there is only one God. And on the heels of that display, 1 Kings chapter 18, verse 41 through 45. Now Elijah said to King Ahab, "Go up and eat and drink, for there is a sound." You know, if I was with you right now, you know, if we were at the church house right now, I would look at you and I would say, turn to your neighbor and say, there is a sound. So wherever you are right now, even if you're by yourself, go ahead and say out loud that there is a sound. I'm telling you, there is something that is happening in the spiritual realm that most folks can't see, and people with natural vision aren't able to detect. People with natural hearing aren't able to determine. Only those of us who have the Spirit of God indwelling us are able to say with full confidence that there is a sound, a rustle of God's movement, of God's Spirit, of God's plan, of God's sovereignty, of God's providence moving. We can sit on the edge of our seat in expectation of seeing the hand of the Lord in the land of the living, even while others are losing hope, even while others are discouraged and even wallowing in defeat. We get to say there is a sound. And Elijah said to King Ahab, there is a sound, and I hear that the seasons are changing. I can hear that there is a roar of a heavy shower. So the king believed what the man of God said to him, and he went up, he ate, and he drank. But Elijah, he went up to the top of Mount Carmel in anticipation of the heavy shower that he could only hear hints of in the atmosphere, in the spiritual realm. He crouched down to the earth. He put his face between his knees, and he prayed. And then he said to his servant, go up now and look. And he went and he looked and he came back and he said, I don't see anything. Elijah said to him, go back. And he told him that 7 times. And it was about at the 7th time that he said, behold, a cloud as small as a man's hand is coming up from the sea. That's all Elijah needed to know. He had already been hearing things previously, but now there was the smallest hint that God was beginning to manifest on what it was that the prophet had already detected, spiritually speaking. And so the servant said, I see something happening in the atmosphere. So Elijah said, it's time. You go up and you say to Ahab, prepare your chariot and go down so that the heavy shower does not stop you. And in a little while, the sky grew black with clouds, and there was heavy wind, and there was indeed a heavy shower. Now, I've got to admit to you that I am not very good with sermon titles. I have the hardest time when folks try to get me to put a label on a message or on a sermon that I have prepared and given. But this time around, it was pretty simple for me to think of a title. It began to ring in my ears as I prepared to speak to you today. The title of this message, if you're taking notes and you like to write things down like that,
The title is, Do You Hear What I Hear? I came to ask you that question. Do you hear what I hear? Are you spiritually discerning? Are your ears tuned in? Have you taken time to relax and to turn away from everything you see coming across all your social media feeds, to tune in to the inner voice of the Holy Spirit, to His word speaking to you, to the truths of God that are lifting up still off of the pages of Scripture that have not changed, even though so many of our circumstances have changed? Do you hear what I hear? I came to encourage you that there is a sound, and the seasons are indeed changing. And right here, in full demonstration of his role as the prophet, the voice and declaration of God's truth and his hand and his activity among the people, Elijah helps to tune the king into something that the king is unable to detect in his own natural capacity. I can see something you can't see. Elijah was basically saying, I can hear something that you can't hear. And I am anticipating something. I am posturing myself, positioning myself for something that you are not yet discerning enough to anticipate. Rain is coming. And with, as of yet, one cloud to see in the sky as proof, without one noticeable gust of wind in the air, without one clap of thunder to build any level of discernible or understandable level of anticipation, Elijah says to the king, rain is coming. He is the one that causes other people to begin to recalibrate themselves in anticipation of what he can detect in the spiritual realm. Do you hear what it is that I hear? Elijah had already been told by Yahweh, way up at the beginning of this chapter, chapter 18, verse 1, God had said to him, you go present yourself to King Ahab and I will send rain. That's all Elijah needed, was a word from God. And he began to speak in conjunction with, and live in conjunction with, and anticipate in conjunction with what it was that God said. This is faith. When you don't have proof, but you believe God anyway. And then faith is not just believing God, but it is beginning to walk in alignment with, and pray in alignment with, and speak in alignment with the truth that God has declared to you. If God said it, that's enough. We should be the ones, those of us who are going forth into this new year in the spirit of Elijah, we should be the ones that, because we know the truth of God, we go about proclaiming it, declaring it, and living in alignment with it. Elijah began to declare the truth of Yahweh, even though there was no proof of rain. He began to prepare the people that were in his sphere of influence for that which he knew they did not have the capacity to discern, but that he could, because he was in relationship with God. So God said it, he began to proclaim it. I want to ask you, what are you proclaiming? What are you declaring? What are you speaking to the people, the interactions that you have, the influence that you've been given, the sphere that you've been placed in, the children that are in your care, the spouse that you have, the ministry that you are leading, the company that you are beginning to develop and foster? What are you declaring? Despite the pandemic, and despite the global catastrophe, and despite the cultural unrest, and despite the political unrest that is around us, this is not denial, this is not avoidance, but it means that as those of us who are going into this year in the spirit of Elijah, we recognize the issues, we see the crisis, we're very aware of the concern, but then as soon as we recognize it, we immediately do what Hebrews chapter 12 says. We pivot our attention and fix our eyes on Jesus. We know what it is that God says, and we begin to proclaim it. Out of our mouths, we speak the truths and the promises of God. This is the example that we see set by Elijah here. And I don't know if you've noticed or not, but we are living in a day and an age where you and me, brothers and sisters, we're going to have to go forth in the spirit of Elijah, where we are unapologetic about the truth of the God that we serve, where we, just like the prophet Elijah, we refuse to side with the majority,
Because everyone else around him would have looked at the cloudless sky and would have told him that he was crazy for believing that there was a sound of a heavy shower that was on the way. He didn't side with the majority. He wasn't trying to be politically correct. He wasn't trying to garner the applause or the appreciation of other people. He wasn't interested in how many likes he was going to get on his Instagram feed. This is what God said, so this is what I'm going to say. Not only did he not side with the majority, he didn't even side with his closest companion, the servant who was with him, who kept coming back. 6 times he kept coming back and saying, I don't see anything. I don't see anything. I still don't see anything. There are still no clouds in the sky. There is still no meteorological evidence that there is going to be a shower that is going to break through the heavens. 6 times he was told by his closest companion that nothing in the atmosphere was changing. But Elijah did not speak in conjunction with the majority, and he didn't speak in conjunction with even the evidence that his closest friend was saying to him. He sided with God's word. What it was that God said, he brought that perspective to bear to everyone that was in his sphere of influence. Even the person that had the most power in the culture at the time. He did not go to the king and water down or sugarcoat God's word. He went with boldness, with clarity, and without apology and said to him, let me tell you what God said. Let me tell you what it is that I have spiritual ears to hear. I ask you, modern day Elijah, what are you proclaiming? What are you declaring? I'm asking you, what are you speaking to yourself when you look in the mirror and it looks like life is caving in all around you? There are dilemmas and discouragements and issues that are not only plaguing our culture, but underneath the roof of your own house. There's grief and loss and struggle and division and hurt, and you feel overwhelmed or maybe very underwhelmed by the state of your life right now. I'm asking you, are you declaring to yourself what it is that God says regardless of what you are contending with? Open up your mouth and say what God says. And then I'm asking you, what are you saying to your spouse? I'm asking you, what are you saying to your children, your sons and your daughters? Listen, I drive my children nuts. I think I've told you this a couple of years ago, the last time that I was able to be in person with you speaking. I told you that I say to my boys very regularly what it is that God's word says to be true about them. Even when I can't detect it, I can't see it. And maybe as a mother, I'm quite discouraged by what I see them doing and saying and the decisions that they're making in these teenage years. And I worry and concern myself with whether or not these things that I know God has declared to be true about them as men of God, whether or not I'm going to actually see them manifested as they mature. Even though often I am very concerned about that sometimes, I still look them squarely in their eyes and I remind them about what God says about who they are. I remind them that the Spirit of God lives on the inside of them. I remind them that they have already been given the victory. I remind them that they are forgiven and that they are free. I remind them that there is therefore now no condemnation for those of us who are in Christ Jesus. I remind them, looking at them squarely in their eyes, I remind them that 2 Corinthians says that they have been made competent. They are qualified by the very Spirit of God. I remind them of what God says. I'm asking you, are you making it your business, your priority to proactively remind the people in your sphere of influence about what you spiritually have ears to hear and what God by his Spirit has given you spiritual eyes to be able to detect? Your sphere of influence is waiting on you. You're the carrier of the Word of God in your house. You're the carrier of the Word of God in your ministry and to the people that the Lord has entrusted to you. Pastor, Bible study leader, women's ministry leader, as you lead, as you continue to influence those people, entrepreneur that you have employed. You're the one that's going to set the atmosphere and set the tone because you walk in with a proclamation of what your God has said. And you don't sugarcoat it. You don't water it down. This ain't a popularity contest. You came
going to tell folks what your God has said. I remember taking the boys to a 3D movie. This is several years ago. I was sitting next to them in the theater. We were there. I think it was a pretty empty theater on that particular day. And of course, you know, when you go in to see a 3D movie, they give you those little plastic glasses in a plastic wrapper. You open them up, you put them on. And I remember sitting directly next to Jude, our youngest son, and he's watching the screen just like we all are. And after about 10 minutes or so, you know, we're in the previews and now they're coming toward the time when the movie's about to start. And my youngest son reaches over and taps me on the shoulder and says, "Mom, I don't really like this movie." And I said, "Buddy, why don't you like the movie? What's wrong with the movie?" I looked down at him just as he looked back at me to say, "Mom, the screen is blurry." I tried to peer through the darkness to get a closer look at my son's face and realized he did not have the glasses on. I said, "Buddy, you realize that the glasses they gave you, remember there's a little package. Do you have it?" He looked under his seat. It had dropped on the floor. He picked it up. I said, "Buddy, you got to open up that plastic wrapper. You got to put those glasses on. Those glasses make it so that this film can be clear. If you're not wearing them, if you're not viewing it through the perspective that the filmmakers have given you access to, then all you're going to see is blurred vision visually. All you're going to be able to see is chaos. You're not going to really be able to lean in and see the true intent of what the filmmakers had in mind." But my young son didn't recognize that. It took someone older and wiser with a little experience who'd been around the block just a little while, who'd been in 3D movies before, to show him what it was that he needed to fit himself with in order to have the right perspective to see this clearly. I came to tell you that you are the one who is supposed to make sure that the visual that people need to be able to view the happenings in this world through a lens that will help them to not see it in a distorted, skewed way that lacks holy perspective, that lacks divine perspective, so that they can see clearly that God still is on the throne. He is still sovereign. He's not surprised. He's not shocked. He is moving and working in the spiritual realm, and He is going to manifest His plans and His purposes in this generation. Somebody sitting next to you, discouraged and unable to experience the fullness of God. All they've got is blurred vision because of everything that's happening around them. It's you. You're the one upon which the spirit of Elijah rests, so that you can proclaim God's truth and help them shift their perspective. There is a species of bird, it's a crane actually, a species of crane that has as its natural tendency to squawk as it flies. It's just natural for this particular crane. As it begins to fly through the air with its enormous wingspan, it naturally begins to make a squawking sound out of its mouth. The only problem with that is, as it squawks loudly, predators, enemies, are now able to detect where the cranes are because of what's coming out of its own mouth. Now they have allowed enemies to be able to zero in on their location because their squawking has basically become a GPS that points to where it is. So now the crane's very life is in danger because of what's coming out of his own mouth. So as these cranes begin to mature and develop, the older and older they get, they learn to actually pick a rock up in their beak. They keep the rock in their beak, and as the rock is in their beak, it actually keeps their mouths closed over the rock so that they don't make the squawking sound that is actually natural and intrinsic to their makeup. We got to grow up. It's time to put a rock in your mouth, the rock of ages, that is. To keep our mouths closed to complaining, to bringing perspective to a scenario that is not based on the truth of God. It's time for us to mature enough that we recognize that it's the rock of ages, our great God and His truth, that's going to keep our mouths closed to complaint, so that we are not giving effort and energy into the atmosphere that is antagonistic to the truth of God. Are you doing more complaining than you are applauding and appreciating and presenting the truth of God into your scenario, whether politically or culturally or in your family, in your marriage, in your parenting, in your finances, in your own health? Today is the day that you put a rock in it, that you quiet to the complaining
And you and I, in the spirit of Elijah, we become bold in declaring the truth of God. But that is not all that Elijah did. We see in verse 41 that not only did he declare that a heavy shower was coming in accordance with the word of the Lord, but it says then he immediately went up to Mount Carmel. He crouched down to the ground. He put his face between his knees. He assumed the posture, and the implication here is that he prayed. One of the major characteristics of the prophet Elijah that has been a major lesson and encouragement and challenge to me as I have gone throughout his entire narrative is that if there is one thing this man is known for that continually and consistently marks the entirety of his narrative, it is that he is a man of prayer. In fact, he is so known for this that even when you reach over into the New Testament, in the book of James, the author writes in chapter 5, verse 17 about Elijah and says that he was a man who was known for praying earnestly. The author says, how do we know he prayed earnestly? Let me tell you, he prayed for 3 years that it would not rain, and it didn't. What I'm drawn to about that is that Elijah was willing to pray for something that was going to put him in an inconvenient scenario. The drought was going to impact him too. But he believed so fervently in not only the possibility and the privilege that he had to talk to an almighty God, but also the responsibility that he had to make sure his prayers lined up with the truth of God, even when those truths were going to make his personal circumstances inconvenient, that he was willing to pray even the hard things. He prayed inconvenient prayers. He prayed convenient prayers. He prayed comfortable prayers. He prayed uncomfortable prayers. He prayed when he was in isolation. He prayed when he was in the context of a small group. He prayed in private, and he prayed when he was in public, flat-footed on Mount Carmel, surrounded by thousands of people. Prayer was the overarching theme and discipline of Elijah's life, no matter the circumstances he was in and no matter the context that he found himself in. Elijah prayed. So he was a man that not only proclaimed the truth of God, but he prayed in alignment with the truth of God. I want to ask you about your prayer life. I want to ask you that even as you and I know and absorb and intend to speak God's truth to others, I want to ask you, are your prayers laced with the promises of God? Have you gone into the scriptures to determine what it is that God has declared to be true about you and your circumstances? And then are you lining your prayers up so that literally some of the words that come out of your mouth in prayer are actually exact replicas of that which is written down in the text, because you are praying in alignment with the truth of God? Pray. But don't pray haphazardly. Don't pray casually and without intentionality. Pray in alignment with the truth of God. This takes attention. This takes forethought. This takes intentionality to make sure you know what the promises of God are, so that you can line yourself up in prayer with what it is that God has already said. Someone asked, why do we pray when God has already promised it? Why do we waste our breath in prayer when, if God has already promised it, if he's declared it, if he's going to do it, then why pray? The reason why is because prayer is the key that begins to unlock the resources of heaven so that they are unleashed onto the landscape of our earth, of reality. Prayer doesn't manipulate God. It just gives us access to the things that God already plans to do for us anyway. Prayer is this beautiful opportunity that he gives us to be a partner with him in seeing his kingdom come and his will being done on earth as it is in heaven. Our God has given us the key to work with him, to be in conjunction with him as his purposes are unleashed on planet Earth. Why wouldn't we use a key like that? So when we see and hear and understand God's promises, it shouldn't dull our prayer life and make us lazy in prayer. Instead, it should ignite our prayer lives with an extra measure of confidence and assurance that we would otherwise lack.
Now that we know God's promises, instead of floundering in our prayer lives, now we've got some concrete truths to rest what we're saying on. God's promises then become a roadmap for us, a track to follow so that our prayers are actually rooted in something specific. God's promises become an arrow that point us in the right direction, and in and of themselves, those prayers actually then become the destination too. You don't have to know the details of how everything is going to work out, but you can base every single prayer directly on the promises of God, because he is not a man that he should lie. Elijah's example shows us that we got to go forward and proclaim what God has said. Then we've got to pray in alignment with what God has said. But then verse 33, Elijah gets up out of his prayer closet, so to speak, and he says to the servant, "Go up now and look." Go look. In this new year, if you and I are going to move forth in the unapologetic spirit of Elijah, we're going to have to be people that not only proclaim the truth of God and not only pray in alignment with the truth of God, but you and I are going to have to be people who proactively go look for what it is that God is doing in the atmosphere around us. We can't be so cooped up in prayer. Yes, we must prioritize it, but we can't be so cooped up in prayer, narrow in prayer, that we then don't go look for traces and hints of God's handiwork around us. Throughout the regular rhythms of our life, we have to keep our eyes peeled toward the horizon so that what other people might call coincidence, we can see has the hand of God all over it. So that when people are discouraged because it seems like God is not answering, we can see the faintest hints that God is moving, that God is still operating, that in the spiritual realm, he is up to something that is going to be manifested soon. We have to be proactively engaged. Our spiritual sense is heightened so that we are able to detect the movement of God all around us. Practice watchfulness. Pray, and then go look. Don't allow prayer to become a lazy cop-out to where you just pray. You're just in your prayer closet. Yes, prioritizing that very necessary spiritual discipline, but then you don't actually come out of that prayer closet and begin to look around you at what God is doing in your business, at what God is doing in the political arena, at what God is doing in social activism, and how God is moving and operating and still demonstrating his power in your children's lives and in your company and in the ministry that he has entrusted to you. Look for God's activity around you, because the moment you started praying, he had already started answering. And you know, sometimes, another observation, sometimes because you are so struggling to contend with the discouragement that you may be feeling. I mentioned earlier, there have been 2 solid years of loss and grief in our family. We have lost 8 family members in the past 2 years. A year ago this time, my mother slipped away to eternity. I was holding her. She was laying in my arms, literally, when she took her last breaths. And then this past August, just 7 or 8 months later, my mother-in-law, who was healthy and fine, she went to go take a nap in our home and never woke up. So just in the past year, the grief, the loss, of course, that compounded with what we've all experienced this year with the pandemic, and over the past months, the racial unrest, the political concerns, everything that has happened globally, everything seems like it is just tilted on its axis just a little bit. And sometimes life can be so hard, one thing piled on top of the other, that sometimes, like Elijah, all you can do is find enough energy to muster up some words in prayer, but you need a companion that you send out that has enough faith and enough patience to keep their eyes peeled to the horizon when you are not able to do it. This servant, this friend of Elijah, 6 times was willing to go keep looking and keep looking and keep looking. And even when he didn't see anything, he was willing to walk beside Elijah in the process of watching God work something out on his behalf. Do you have people around you
that love you enough, that are patient enough, that are discerning enough, that not only will they keep on looking when you are too discouraged to keep your eyes open and peeled to the horizon of what God is doing, but they are also so excited about when God moves that even when what they see just amounts to a cloud the size of a man's hand, they don't discount it, they don't devalue it, they come running back to you with the good news of what it is that they have begun to see God do. You need friends like that. For about 10 years, Jerry and I lived in this little small house, raising our boys in a little small house. It's about 1,700 square feet or so. We had our 3 boys in that house, and we loved it. Had a huge yard, lots of trees. But those trees were problematic because we would drive down into our driveway, and it was on a slope. So we would drive down, and that house was positioned underneath a cove of trees. That cove of trees made such a little nest there, such a little enclosed, encased little cove that we had trouble getting clear reception, clear Wi-Fi. It was problematic. For the first 6 months or so that we lived there, Jerry was calling out every service provider he could to figure out what antenna we needed to put on what part of the roof to try to get clear reception. It was problematic.